Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc une vidéo un peu spéciale puisque j'ai en face de moi un PC, une unité centrale, que je vais démonter afin de vous montrer ce qui se cache à l'intérieur de ces tours et par la même occasion vous expliquer le fonctionnement de celle-ci. Bien sûr, nous n'allons pas nous mentir, ce PC n'est pas tout jeune, vous n'y trouverez pas des composants à faire affoler les compteurs. En même temps, c'est pour cela que je peux le démonter entièrement. Tout d'abord, nous allons l'ouvrir. Cette partie est propre à chaque PC, celui-ci a une poignée sur son côté et une simple pression permet de retirer facilement la plaque protectrice et de nous dévoiler son intérieur. Petit tour d'horizon, vous pouvez apercevoir l'alimentation ici, la carte mère là avec le processeur caché sous son ventilateur, une barrette de RAM, la carte graphique juste là et un lecteur de disque. C'est d'ailleurs cette partie que nous allons retirer en premier. Pour cela, il faut enlever un deuxième cache, la face avant. Une fois cette partie retirée, il ne nous reste plus qu'à dévisser toutes les vis qui retiennent ce lecteur de disque. Le voilà libre. Je ne pense pas avoir besoin de m'égarer trop longtemps sur l'utilité d'un lecteur de disque. On remarquera juste qu'il est bien alimenté par 5 câbles qui le relient à l'alimentation, et qu'un autre câble le relie à la carte mère afin de communiquer les informations. C'est ici un branchement SATA. Avant de tout démonter, je vais donc vous expliquer un peu le fonctionnement d'un PC en essayant de faire le plus simple possible. On va prendre l'exemple d'un jeu, bien que ce PC ne soit pas fait pour, les composants restent les mêmes. Tout d'abord, tous les graphismes du jeu sont stockés dans votre espace de stockage. Ici, un unique HDD pour Hard Drive Disk. C'est donc un disque dur, on accède aux données grâce à des têtes optiques qui vont balayer le disque, soit pour y lire une information, ou pour en écrire une. Ici, l'information est stockée physiquement, d'où la taille plus imposante que celle d'un SSD pour Solid State Drive, qui eux sont des stockages par mémoire flash, beaucoup plus rapides et plus légers. La vitesse d'un disque dur réside dans la vitesse de rotation de ces disques, 6500 tours par minute par exemple. Un HDD a une vitesse maximale de transfert de 260 mégaoctets par seconde, là où un SSD en aura une de 3 gigasecondes. Il va donc falloir récupérer ces données sur le disque pour les amener jusqu'au processeur. Seulement, si l'on fait directement le trajet disque dur vers processeur, les performances en jeu seraient beaucoup réduites car nous l'avons vu, un HDD ne peut transporter au maximum que 260 mégaoctets par seconde. Les informations vont donc être temporairement stockées dans la RAM, Random Access Memory. Random qui veut dire aléatoire, mais pas dans le sens hasard. Ce mot veut ici dire que l'on peut accéder à cette mémoire à n'importe quel moment, c'est une mémoire vive. Elle va être beaucoup plus rapide, mais avec moins de capacité. On va donc y stocker les informations, données importantes qui nécessitent d'être appelées rapidement et souvent. Une fois l'extinction du PC, cette mémoire est vidée, elle ne contient donc pas les informations sur le long terme. Sa vitesse se compte en MHz. Les informations importantes à notre jeu vont donc être stockées dans la RAM. Vous comprendrez aussi que plus il y a d'espace de stockage de RAM, plus d'informations vont pouvoir être stockées. Une fois les informations stockées dans la RAM, le processeur rentre en jeu. Le processeur est le calculateur de votre PC. C'est lui le véritable moteur capable d'effectuer 1 milliard d'opérations à la seconde. Il est composé de millions, voire milliards de transistors, de petits outils électroniques qui permettent de contrôler le courant ou une tension, ici les fameux 0 ou 1, essence même des calculs d'un PC. Le processeur, ou CPU pour Central Processing Unit, est donc le cerveau du PC. C'est lui qui va exécuter tous les calculs nécessaires au fonctionnement d'un PC. Il n'a pas énormément de compétences, il ne sait exécuter qu'un certain nombre d'opérations simples comme l'addition, la soustraction, le test d'égalité avec 0, etc. Écrire un programme en binaire directement adressé au processeur est donc assez complexe, puisqu'il faut repenser nos exigences en une suite d'opérations simples. C'est pourquoi il existe aujourd'hui des langages de programmation dits de haut niveau, qui nous permettent de coder des tâches complexes qui seront ensuite converties par le langage en tâches de plus en plus simples, jusqu'à arriver au processeur. En résumé, le processeur est une brute qui sait frapper fort, mais qui ne sait que frapper. Il exécutera à la lettre ce que vous lui direz, mais uniquement ce que vous lui direz. La puissance d'un processeur réside dans son IPC, nombre d'instructions par cycle, et sa fréquence d'horloge en GHz. Seulement, tout n'est que courant électrique à la base, et vous n'êtes pas sans savoir qu'un courant électrique génère de la chaleur, encore plus à des vitesses folles. Le processeur est donc une pièce susceptible de chauffer beaucoup. C'est d'ailleurs la pièce
qui nécessite le plus de moyens de refroidissement du PC. Avant de parler de tout ça, nous allons démonter les pièces que nous avons précédemment évoquées. Tout d'abord donc le disque dur, qui est rangé dans son tiroir. Il suffit donc de débrancher son alimentation et son câble de transfert des données. Même système que pour le lecteur de disque du SATA. Puis d'une simple pression, on peut le retirer. Ce disque est vieux, il ne possède que 250 Go pour une taille assez conséquente. Passons ensuite à la RAM. Là aussi, rien de bien sorcier pour la retirer. Il suffit de déclipser les deux pinces à chaque extrémité et de retirer délicatement pour ne rien casser. Et voilà donc une barrette de RAM de 4 Go. Ici, pas de câble pour le transfert d'informations, elle passe par ces broches, environ 200. Ce chiffre varie selon la génération de RAM, DDR1, 2, 3 ou 4. Il varie aussi entre les PC fixes ou portables. Attardons-nous maintenant sur les moyens de refroidissement du processeur. Le processeur n'est, normalement, jamais visible. Il est soit caché par un ventirad comme ici, soit par un système de water cooling, un système de refroidissement à l'aide d'eau, plus cher mais plus efficace. Cependant, la majorité des PC auront un ventirad qui est composé de deux parties. Le ventilateur, qui va permettre de générer un mouvement d'air, et un dissipateur, qui va permettre à l'air de s'évacuer de façon optimisée. Le but ici étant d'évacuer l'air chaud dégagé par le processeur pour l'acheminer à l'extérieur du PC grâce au ventilateur du boîtier. Ici, il n'y en a qu'un. Démontons donc ce ventirad pour tenter d'apercevoir le processeur. On peut donc enfin voir ce fameux processeur. On peut surtout remarquer la prouesse technologique de ce composant, 1 milliard de transistors et d'autres choses dans un si petit espace. Sur le processeur, il y a ce qu'on appelle de la pâte thermique, qui va aussi aider fortement à la dissipation de la chaleur générée par le processeur. Avant de pouvoir retirer celui-ci, il faut retirer son cache. Un processeur est une pièce extrêmement fragile. Elle n'a pas de câble pour transmettre les informations. Tout se fait donc avec ces pins, de tout petits pics métalliques qui vont se connecter à la carte mère. Tordez-en un et le processeur n'est plus utilisable. Selon les marques, les pins seront sur la carte mère ou sur le processeur. Ici c'est un processeur Intel, les pins sont donc sur la carte mère. Je l'ai évoqué plusieurs fois en parlant du processeur, il est temps d'aborder la carte mère. Elle porte bien son nom, c'est elle qui va harmoniser toutes les connexions. C'est sur elle que tout est relié. Toutes les petites lignes que vous voyez sont des circuits imprimés qui font passer des informations d'un périphérique à l'autre. Vous pouvez bien sûr constater leur plus grand nombre autour du processeur. Je ne m'étalerai pas trop sur la carte mère car elle possède plein d'autres périphériques. Le CPU n'est pas le seul processeur du PC. Il y en a d'autres bien plus petits et moins puissants, mais qui sont là pour des tâches bien précises. Retenez surtout que c'est sur la carte mère que tout est relié. Il nous reste maintenant une pièce importante à voir, pour notre exemple du jeu vidéo. Une fois que le processeur a calculé toutes les informations relatives au jeu, comme les déplacements, la gestion de la physique, etc., il faut afficher tout cela, et c'est le rôle de la carte graphique, ou GPU pour Graphical Processing Unit. C'est une carte à part, presque un deuxième PC. C'est elle qui va donc gérer l'affichage d'images à l'écran, mais aussi l'analyse de celle-ci. Vous allez sans doute trouver cela bizarre, mais la carte graphique est bien plus puissante et plus rapide que le CPU. Pourquoi ne pas lui faire tous les calculs alors? Prenez l'analogie suivante. La carte graphique est une Formule 1 ultra rapide sur circuit, mais uniquement sur circuit. Or, le processeur lui est un 4x4, peut-être moins rapide, mais à l'aise partout. La carte graphique n'excelle donc que dans son domaine, l'image. Quand je vous disais que c'était presque un deuxième PC, elle a sa propre mémoire vive, la mémoire vidéo, sa propre carte mère, son ou ses propres ventilateurs. Elle se connecte exactement comme une barrette de RAM, à l'aide de broches et d'un clip en plastique. Les cartes graphiques sont de plus en plus puissantes aujourd'hui, et on ne cesse de repousser les limites. C'est pourquoi elles ne servent plus seulement à gérer l'affichage d'un écran, elles épaulent le processeur pour les rendus 3D et embarquent maintenant de l'intelligence artificielle. Notons qu'elle n'est pas vitale au fonctionnement d'un PC. De nombreux processeurs sont dotés de puces graphiques intégrées appelées chipsets graphiques, et qui suffisent à un usage bureautique et multimédia. Cependant, sur PC fixe, il sera plus courant de voir un CPU et un GPU, même si celui-ci n'est pas fait pour du gaming ou autres tâches gourmandes. Nous avons donc fait un beau tour d'horizon des différents composants d'un PC et de leur utilité. Il reste cependant un gros bloc métallique au fond du PC. Effectivement, tout ce beau monde a besoin d'énergie pour fonctionner. Il faut donc une alimentation. Plus les composants seront puissants, plus celle-ci devra être puissante pour pouvoir tout alimenter. Vous savez maintenant comment un PC fonctionne dans les grandes lignes. Bien sûr, tout est bien plus complexe que comme je l'ai expliqué, et je n'ai moi non plus pas la connaissance de tous ces détails. Cependant, il est déjà bien de connaître un peu cet outil de tous les jours. Un PC portable aura le même fonctionnement, tout sera juste miniaturisé et donc forcément moins puissant,
même si l'écart est de moins en moins creusé grâce aux énormes avancées technologiques en termes de miniaturisation et d'optimisation. J'espère que vous aurez réussi à tout comprendre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, likez si vous avez aimé et abonnez-vous si le cœur vous en dit.